le plaisir ce matin de recevoir Lionel Baraban, CEO de Famoco. Bonjour. Bonjour. Une entreprise membre de l'Axel qu'on ne présente plus, mais que tu présenteras quand même. Une jolie scale-up. Une petite start-up dans le domaine de la dématérialisation, entre autres des titres restaurants, mais bien d'autres choses. Donc Edenred, avec Julien Tanguy. Bonjour. Bonjour, merci de te joindre à nous. Une à peine plus grosse start-up, mais un peu américaine, on passe de l'autre côté parce qu'on n'est pas sectaire à l'Axel, on reçoit tout le monde. On a d'ailleurs eu des fois des débats sur ce qu'est la souveraineté numérique, pour en parler. Donc, à la personne de Caroline, directrice générale d'Amex France. Bonjour. Un grand merci pour cette première participation. Et puis, un habitué de nos scènes, je crois que tu as pris une carte d'abonnement, Pierre-Antoine Vacheron, directeur général de Natixis Paiement. Bonjour. Bonjour, merci de te joindre à nous ce matin. Alors comme je n'ai pas le retour, je ne sais pas si on vous voit, mais je l'espère. Je vais peut-être commencer par poser un petit peu le décor. La seule et unique question finalement de ce matin, elle est venue en regardant LinkedIn, parce que comme tout le monde, je passe ma vie sur les réseaux sociaux dans ce confinement. Et j'ai trouvé un petit post amusant qui était effectivement, qu'est-ce qui a fait le plus pour la digitalisation des paiements, le CDO ou le Chief Innovation Officer, réponse 1, le Covid, réponse 2. Bon. C'était drôle, c'est vrai qu'on a quand même vu, et ça m'a frappé, puisque j'ai beaucoup travaillé pour ceux qui me connaissent sur le paiement mobile et sans contact au début des années 2011, 12, 13, pour lancer par exemple Orange Cash. Je me rappelle de la difficulté où on me parlait en années pour déployer un palier pour passer de 20 à 25 euros, et où là en 2 mois, on est passé de 30 à 50, et ça a l'air d'avoir fait mal à personne, et tout le monde s'est arraché de chez lui en plus, même pas en étant dans les bureaux, et ça a fonctionné. Donc on peut se poser la question de l'efficacité dans les bureaux, ça c'est la première chose, mais la deuxième, effectivement, on va peut-être trouver des recettes pour aller beaucoup plus vite. Donc on va parler de ça ce matin, et je vais vous poser la même question à tous, et on va broder autour. C'est finalement comment votre entreprise et vos clients, vos marchés se sont transformés, et ce que vous avez pu vivre dans cette pandémie qui maintenant nous touche depuis plus de 9 mois. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour l'avenir, puisque la mauvaise nouvelle pour vous peut-être, c'est qu'il y a un vaccin, donc finalement on va revenir au monde peut-être plus classique. Et donc, est-ce que finalement, toutes ces accélérations, toutes ces méthodes, on peut capitaliser dessus et il peut se passer des choses ensemble. Voilà pour dresser le tableau. Caroline, je vais commencer par toi. D'accord. C'est ta première fois chez nous, les autres sont trop habitués. C'est gentil. Donc, je commence par toi, mais il ne faut d'ailleurs pas hésiter. Tu sais, ici, on s'invective, on échange, donc il faut reprendre la parole si des fois on oublie les questions. Donc, Amex, c'est une relation particulière avec les clients et les marchands, c'est une relation très de proximité, contrairement aux cartes plus génériques, on va dire, où la relation est liée vraiment par la banque. Et puis en plus, un lien bien particulier avec le travel, qui, comme l'événementiel, souffre de manière bien spécifique. Donc, comment votre entreprise s'est adaptée dans ce contexte si particulier, comment, en tant qu'entreprise, et vis-à-vis de ses clients, comme première question. D'accord. Donc merci déjà de m'avoir invité ce matin. Donc en effet, pour American Express, déjà la première chose c'était, comme nous sommes ouverts, on est un modèle 3 points en effet en relation directe avec les clients et les marchands, et on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc notre première chose, c'est d'assurer qu'il n'y ait aucune disruption dans le service. Et donc dès le lendemain du confinement, on était à 100% télétravail. Nous, on n'a pas eu recours au chômage partiel. Et on avait beaucoup travaillé dessus, sur la sécurisation aussi, bien sûr, toutes les données. Après, d'un point de vue client, c'est évident que le voyage, qui est une partie importante de notre activité, a été énormément touché. Et donc, on a pris cette crise, en fait, comme une façon d'accélérer notre digitalisation et d'accélérer notre positionnement, parce qu'on avait déjà commencé à ancrer un peu plus la carte dans la vie du quotidien. Bien sûr, notre carte et nos solutions American Express, c'est pour le voyage, que ce soit pour les entreprises et les solutions comme pour les particuliers. Mais là, on s'est attelé durant cette période, notamment là, de mars à juin, à vraiment ancrer les cartes dans la vie de tous les jours. Alors, grâce au fait qu'on est en relation directe avec les clients et les commerçants et notre appli mobile, on a fait par exemple des actions spécifiques sur nos clients particuliers, de cashback directement pour tous les commerces en ligne à l'époque, et ensuite les petits commerçants dès que ça a été réouvert, où on a investi plus de 200 millions de dollars au niveau mondial dans 10 pays, pour justement, dès que les clients allaient dépenser dans les petits commerces, dès que ça a réouvert au mois de juin, en fait pour 20 euros dépensés, on leur remboursait 5 euros. Donc on a investi vraiment pour driver le trafic, pour emmener ses clients dans ces commerçants. Pour les petites entreprises, bien sûr, on s'est adapté à cette crise, notamment. Alors nous, on fait pas du crédit, mais pour les aider à traverser cette crise en échelonnant
voilà, leur paiement quand ils avaient des difficultés, tout ça, un risque que nous, Amex, on a pris, puisqu'encore une fois, c'est nous qui avons vu ça. Et puis c'est vrai que du côté des grandes entreprises, on a vu beaucoup, on a des plateformes spécifiques sur les transactions, notamment, ça marche pour les PME comme aux grandes entreprises, pour fluidifier les transactions quand vous avez beaucoup de fournisseurs. Et on a vu que c'était des systèmes qui marchaient très bien, qui permettaient l'agilité dans cette période où il y avait certains pays où les chaînes ne fonctionnaient plus, il fallait arrêter cet interfournisseur. Donc toutes nos solutions, en fait, ça a permis d'en parler plus et de les utiliser encore plus. Côté marchand, qui est notre troisième pôle, parce qu'on a les clients particuliers, on a les entreprises et ensuite on a les commerçants. Donc comme je l'ai dit, il y a cette opération mondiale qu'on a menée Shop Small où plus de 80 000 commerçants ont participé et donc on a pu leur amener en fait du chiffre d'affaires. Et puis bien sûr, là on va attendre un peu ce qui se passe pour ce deuxième confinement. Mais on voit que le click and collect, on en parlait pas mal, fonctionne. Nous, notre but, c'est aussi, encore une fois, d'amener du trafic, parce que c'est une chose d'avoir le canal de vente. Comment on peut pousser, puisqu'on a cette relation directe avec les clients, pour amener le trafic chez ces commerçants. Donc, c'est toutes ces mesures qu'on a prises financièrement, parce qu'on a investi, ou des solutions qu'on avait déjà, qu'on a vraiment poussé encore plus. C'est bien que tu cites le mot financièrement. J'allais te couper parce que je suis client et je t'avoue qu'à un moment, j'ai cru que le gouvernement avait lancé l'hélicoptère monnaie. J'ai reçu tellement d'offres où vous me remboursiez un bout de ma carte, vous me remboursiez 100 € pour 100 € dépensés, parce que 5 pour 25, c'est pour les particuliers, mais en tant qu'offre entreprise, oui. J'avais 200 € pour 200 € dépensés, donc je l'ai fait, je suis très content. Je me demandais justement, premier retour, d'abord, ça coûte combien tout ça, enfin, pourquoi cet arbitrage finalement plutôt que d'autres. La deuxième, c'est les retours, puisque justement, il y a tout ce débat sur la relance par l'offre et la demande. Là, tu as fait un exemple, tu as essayé, tiens, on donne de l'argent, on va voir s'ils vont le dépenser de manière affectée, puisque c'était dans certains commerçants. Oui. Est-ce que ça a tout de suite pris? Est-ce que vraiment les gens avaient envie de faire ces dépenses et on a vu cette reprise? Ou c'était comme d'habitude, j'allais dire comme avant le confinement, il y avait déjà des OP, moins grosses. Mais d'habitude, c'était plutôt 10 € pour 100 € dépensés. Oui. 100%, c'était pas mal quand même. Oui, oui. Alors, on a fait un choix stratégique, c'est-à-dire que American Express, les clients qui soient particuliers ou entreprises, au départ, on a un positionnement très voyage, que depuis déjà plusieurs années, on travaille à montrer qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on apporte. Là, le voyage partant, on a dit pour nous, ce qui est important, c'est l'occasion ou jamais. En fait, c'est l'opportunité de montrer qu'en dehors du voyage, qui reste un axe fort d'Amex, on peut apporter d'autres valeurs aux clients. Et donc, notamment, on a poussé ces offres, que ce soit pour les entreprises comme pour les clients particuliers, qui ont eu un succès phénoménal. On a explosé tous nos budgets, mais surtout le critère de satisfaction. Pour nous, on fait énormément d'enquêtes de satisfaction, et nous, on se considère comme une société de service. C'était de voir si les clients, du coup, déjà, est-ce qu'on garde nos clients? Parce qu'on a arrêté l'acquisition, on a arrêté le recrutement. Nous, ce qui était important, dans cette période si particulière, c'est de montrer qu'on pouvait apporter une valeur. Parce que choisir une carte Amex, quelle qu'elle soit, c'est une démarche. On choisit de prendre cette carte parce qu'on achète les produits qu'on a. Et donc, pour nous, c'était important de démontrer qu'on était là auprès de nos clients, qu'on leur apportait de la valeur. Et oui, à date, aujourd'hui, notre portefeuille n'a pas bougé. On reprend là le recrutement et on mène des enquêtes de satisfaction. Et ce qu'on appelle notre NPF ou notre RTF n'ont jamais été aussi élevés. Donc, pour nous, je crois que c'est Warren Buffett qui disait les clients, ils n'oublieront jamais comment vous les traitez durant cette crise. Nous, ça a été notre leitmotiv à tous les niveaux de l'entreprise. C'était, n'oubliez pas, cette crise, il faut que quand on en sort, les clients, ils se disent, ah ouais, Amex, ils étaient là, ils m'ont vraiment apporté de la valeur alors que je faisais plus notamment de voyage. Et ça, c'est vrai pour les particuliers comme les entreprises. L'opération Shop Small, là, 200 millions de dollars qu'on a dépensé dans 10 pays, ça a très très bien fonctionné. C'était une première fois en France, plus de 80 000 commerçants qui ont participé. On avait fait une étude juste auparavant où justement les clients disaient qu'ils voulaient dépenser un peu plus justement dans les commerces de proximité parce que c'était la vie en fait de leur ville. Et c'est pas contre les dépenses en ligne dont ils ont aussi besoin, mais c'était juste un changement sur certaines dépenses. Ça a très très bien fonctionné à tel point qu'on va le refaire l'année prochaine et qu'on réfléchisse justement, parce que là cette première phase en juin c'était dans le monde physique des petits commerçants, comment on peut mieux intégrer pour la deuxième phase justement tous les sites qui se sont montés depuis dans cette deuxième phase sur le click and collect pour pousser le trafic. Très bonne transition sur ma deuxième question. Donc, à l'Axel, on s'intéresse depuis 40 ans et on va continuer à la transformation digitale de l'économie. Alors à l'époque, c'était que ceux qui avaient un Minitel. Après, ça a été les pure players d'Internet. Puis maintenant, c'est tout le monde. Nous avons une très jolie commission à l'Axel qui travaille sur le retail et où le but, c'est pas ceux qui sont déjà utilisés, c'est tous les autres.
Et dans ta base, tu as un peu tout le monde. Les gens qui acceptaient la carte Amex, c'était plutôt pour avoir un flux en magasin, etc. Comment tu juges, parce qu'il y a quand même des discours un peu contradictoires, on est quand même dans un pays où finalement, quand il y a une crise, on essaie de regarder comment faire pour que le premier ralentisse, plutôt que pour ceux qui sont derrière accélèrent. Toute référence au débat de la semaine dernière sur un grand nom du e-commerce. Comment toi tu vois justement tous ces petits marchands qui travaillent avec toi, avec lesquels vous avez une relation de proximité, comment tu vois leur envie de se digitaliser, leurs besoins, quel rôle vous avez là-dedans et les expériences que vous faites peut-être déjà, et on conclura sur cette première partie avec toi, Oui. cette question. Alors, je pense, encore une fois, on avait fait cette étude d'ailleurs auprès de nos clients qui nous disaient que ils avaient survécu au premier confinement. Alors, selon les industries, bien sûr, mais le deuxième, vraiment, ils avaient des gros soucis de trésorerie. Et donc, nous, on a trouvé qu'il y avait une vraie démarche de ces petits commerçants de lancer du click and collect. Donc, nous, c'est pas notre métier de faire du click and collect. Il y a plein de très bonnes sociétés qui le font. En revanche, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec ces sociétés pour s'assurer qu'il y ait le paiement par American Express. Et nous, notre rôle, encore une fois, c'est qu'une fois qu'ils sont affiliés sur ce click and collect avec Amex, on va driver le trafic. On va faire des offres par notre appli mobile. On va pouvoir, dans notre base, segmenter, géolocaliser pour amener ces clients vers ces magasins. Donc, c'est vraiment comment on va les aider à générer du trafic par tous les outils qu'on a à notre disposition, ayant cette relation tout à fait directe. Donc nous, on trouve qu'au deuxième confinement, aussi par survie, beaucoup de commerçants se sont mis au click and collect, et je pense que c'est quelque chose qui va falloir pousser encore plus, parce qu'on ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait. Il faut qu'on accélère sur ce champ-là. Vraiment, il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors un grand merci, juste un dernier petit mot, et tu vois comment 2021 ? Alors nous, à ce stade, on ne pense pas qu'on retrouvera les niveaux de 2019 avant au moins fin 2021. On en parlait d'ailleurs juste un petit peu avant. Sur la partie en fait voyage, ce qu'on peut voir, c'est que, et ce qu'on est assez persuadé, c'est que du côté de la clientèle privée, loisirs, ça va repartir, et on pense que ça va repartir fort dès que ça sera possible. Il est clair que sur les entreprises, la gestion des frais professionnels, les voyages, c'est une nouvelle ère, et même d'ailleurs tous les hôteliers ou grandes compagnies aériennes disent on ne voit pas au moins 70% des volumes de 2019 avant 2024. Donc on reste quand même très prudent. Donc il y a quand même une légère différence entre cette espèce d'euphorie qu'on voit avec chacun qui annonce le vaccin un jour plus tôt. Là, chaque jour, quand je me lève, il y avait encore l'Allemagne pendant 15 jours. Là. Et les marchés qui explosent parce qu'ils disent ça y est, tout va mieux. Et c'est un peu ce que chacun m'a dit, c'est que c'est pas. Il y a du temps dans vos perspectives en tout cas. Vous êtes prudent pour 2021. Oui, tout à fait. Nous, on considère, on espère que ça va repartir, mais en tous les cas, on est relativement prudent sur 2021. Tout à fait. Alors, merci, je reviendrai peut-être à toi tout à l'heure. Julien, on reste un peu dans le même domaine, puisqu'il y a aussi le Trois Coins, il y a aussi pas mal de points communs avec cette relation très forte avec les marchands, avec ce nombre de clients bien particuliers, les marchands, les porteurs, les entreprises des porteurs. Même question, comment as-tu vécu, Edenred, pas forcément toi, même si ta famille m'intéresse beaucoup d'ailleurs, mais comment as-tu vécu ces confinements et cette période plutôt, en fait, toute cette période de pandémie depuis mars ? Alors on l'a vécu avec une accélération de la transformation. L'accélération de la transformation, ça veut dire que certes, ce n'est pas le CDO qui a fait le plus pour la digitalisation de ce qu'on a vécu cette année, mais il y a quand même fortement contribué parce qu'il fallait être prêt pour maintenir son business dans cette période difficile. Ce qu'on voit, c'est que je trouve que ce premier confinement a été une accélération des tendances qu'on voyait déjà sur le marché, et donc la tendance du digital. Alors nous, on a une spécificité sur le marché. Certains émetteurs du ticket restaurant notamment viennent du monde du papier. Et aujourd'hui, on a encore du papier. Et donc on voit clairement l'avantage du digital dans le monde dans lequel on est. Aujourd'hui, Edenred a à peu près, on va dire, un peu plus de 50% de son volume en digital, et donc du coup, on a passé la barre de la moitié de nos utilisateurs en digital. Et la grande différence qu'on voit, c'est qu'avec le digital, on peut continuer à utiliser ces services de manière extrêmement facile. Ça veut dire quoi ? On en a parlé, on fait du click and collect. Le takeaway, on peut le faire avec les deux solutions, mais ce qui est important, c'est qu'on a cet aspect sanitaire du sans contact qui est quand même quelque chose que les utilisateurs recherchent. On n'a plus de manipulation de cash. Enfin, si vous regardez un petit peu les paiements, toutes les études le montrent, on ne paye plus en monnaie, et donc on n'aime pas ces supports papier. Et puis,
On a la chance aussi d'avoir investi sur des plateformes technologiques qui sont ni du 4 coins, ni du 3 coins, mais aujourd'hui on fait du 2 coins. Du 2 coins, c'est quoi? C'est la capacité à connecter deux applications entre elles et à permettre à nos utilisateurs d'aller commander sur Uber Eats, sur Deliveroo, mais sur une cinquantaine de plateformes de livraison et de payer avec son login et son mot de passe de notre application mobile et rien d'autre. Pas besoin de rentrer sa carte. Voilà. Et donc tout ça, on a vu une accélération donc, pendant la première période de confinement en termes d'usage. Entre les deux confinements, on a vu nos clients venir demander du digital et on a des roadmaps de déploiement de solutions digitales, notamment chez des très grands comptes, qui sont extrêmement fortes. On va faire plus de cartes sur les 4 derniers mois de l'année qu'on en a fait sur les 8 premiers. Et puis ce qu'on voit avec le deuxième confinement, et ça c'est hyper intéressant, c'est qu'on a une accentuation des tendances. C'est-à-dire plus de paiements sans contact, mais on était déjà à des niveaux très élevés, et beaucoup d'utilisation de ces outils de livraison de repas. Et ce qu'on voit, nous, c'est qu'au-delà du paiement, on voit un basculement du marché des solutions qu'on met à disposition de ces salariés. Et l'évolution du monde du travail, elle va être aidée par cette évolution du digital. On parle beaucoup du travail à distance. Aujourd'hui, on fait une conférence à distance. On voit que les salariés vont travailler plus de chez eux. Il y aura moins de monde dans les entreprises, donc on va transformer la pause déjeuner. Réfléchissez dans une entreprise qui a un restaurant d'entreprise, par exemple. Vous mettez les gens en télétravail 1 ou 2 journées par semaine. Votre restaurant d'entreprise va se vider de 20 ou 40%. Qu'est-ce que vous faites pour la pause déjeuner? Quelle est la solution que vous proposez? La solution, la cantine 2.0, c'est du titre restaurant digital qui permet de se faire livrer au bureau, à son domicile, de ne pas perdre du temps, parce qu'un travailleur qui est chez lui, il n'a pas forcément 2 heures pour se faire à manger. Hein. Il a les mêmes contraintes que quand il est au bureau. Et cette transformation, on voit qu'elle arrive. Donc là, on parle de la nourriture, mais on voit qu'elle arrive dans la mobilité. Donc on est en train de réfléchir. Alors on a lancé une solution qui s'appelle le ticket mobilité, qui est issu de la loi L'Homme, qui permet aux collaborateurs, à une entreprise, de permettre à ses collaborateurs de se déplacer avec des mobilités vertes pour aller de son domicile à son travail. Et là encore, quand on se déplace que 3 jours par semaine, parce que c'est quand même ce vers quoi on va, on n'a peut-être plus besoin d'avoir un pass Navigo sur le mois, mais on va peut-être rechercher d'autres solutions de mobilité et utiliser un coup un vélo, un coup une trottinette, un coup un scooter électrique pour se déplacer en fonction du temps qu'il fait. Et donc on voit qu'on va vers un changement vraiment profond du monde du travail et que le digital est au cœur de cette transformation et que la vie du salarié va se digitaliser. Depuis 2 ans, nous, on avait des clients qui utilisaient nos solutions, notre solution Ticket Restaurant pour accompagner la digitalisation de la vie du salarié. On faisait ça avec, par exemple, la digitalisation du bulletin de paye. Donc, on faisait un ensemble de choses qui permettaient d'accompagner le salarié dans cette évolution. Et là, on voit que depuis le début de l'année, ça boom et qu'on a une explosion des demandes de ces services. Donc, en fait, finalement, toi, ça va plutôt très bien pendant cette pandémie. Ça va très bien. Ce qu'on se dit toujours quand on rentre dans une crise comme ça, c'est comment on va faire pour s'en sortir mieux que les autres et pour faire subsister notre business. Donc ça va très bien. Non, on a souffert au premier semestre énormément parce que le premier confinement a vraiment marqué une grosse rupture. Mais ce qu'on voit, c'est que l'économie est intelligente et que l'économie sait s'adapter à un contexte et à des contraintes. Et donc, ce qu'on voit avec ce deuxième confinement, c'est que certes, on souffre aussi parce que les restaurants sont fermés et que ça reste notre fonds de commerce. Donc même s'ils s'habituent à faire du take-away ou du click and collect, il y a quand même une baisse de capacité à servir ses clients. Mais on voit qu'on a capacité à rebondir et on voit que le digital, c'est un moyen pour nous de sortir de cette crise en espérant être plus fort et en misant sur des marchés qui sont aujourd'hui très larges et qu'il va falloir aller adresser. Donc l'exemple des cantines que je prenais, c'est un exemple. Oui, cette crise, ça rebat les cartes sur un certain nombre de sujets et on espère, en ayant fait les investissements qu'on a fait depuis 10 ans, parce que c'est un peu comme les clubs dont tu parles. Tu parlais de ton club Payment and Fintech, ça fait 10 ans qu'il existe.
Nous, on n'a pas investi sur le digital depuis 2 ans, on a investi sur le digital depuis 10 ans. On a été les premiers dans Apple Pay en 2016. On a été les premiers à proposer des plateformes de connexion, comme je l'ai rappelé. On a été les premiers à se mettre dans tous les XP. Donc aujourd'hui, on est dans tous les moyens de paiement mobile. Et donc, on voit que quand on est lancé et quand on a investi depuis longtemps et qu'on a mis des sommes d'argent importantes dans ces innovations, on est prêt à vivre le monde de demain. Et donc, notre métier, c'est aussi pour ça qu'on est patron d'entreprise, c'est pour avoir une vision et pour essayer de se projeter au-delà de ce qu'on vit. Et là, on est content d'avoir fait ces choix-là il y a 10 ans maintenant. Bon, donc en même temps, pour que tu ailles bien, il y a eu quand même pas mal de travail, j'allais dire aussi avec le gouvernement, parce que si tous les titres restaurants avaient été périmés à la fin de l'année sans augmentation de plafond, etc., ça aurait été un peu plus compliqué. Tu nous en parles 2 minutes, enfin peut-être pas de une. Ce sujet d'augmentation de plafond, où on en est, est-ce que ça a servi, est-ce que vraiment les gens l'ont utilisé? Petite minute là-dessus. Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait, pas par Edenred en particulier. Enfin, on a fait notre travail, ça a été fait avec toute la profession, ça a été fait en commun avec les restaurateurs. Donc une carte ticket restaurant ou des tickets restaurants, on ne peut les utiliser avant le 12 juin que jusqu'à 19 € par jour. Et lors de la préparation du déconfinement, on a eu des échanges avec les restaurateurs, avec le gouvernement, et le gouvernement s'est dit comment je peux contribuer à la relance des restaurants. Et ce que le gouvernement a trouvé comme solution avec les échanges qu'on a pu avoir avec lui, c'est de se dire le plafond qui était à 19 €, je vais le passer à 38. Et donc depuis le 12 juin, on peut consommer jusqu'à 38 € par jour, mais uniquement dans les restaurants. Et ça, c'est très important. On a fait de l'argent fléché dans l'argent fléché. Donc uniquement dans les restaurants, on peut dépenser jusqu'à 38 € par jour. Et ce qu'on a vu, c'est une augmentation de la transaction moyenne en restaurant qui est passée de 14 € à 21 €. Donc avant le confinement, la transaction moyenne dans un restaurant, c'était 14 €. La transaction moyenne depuis qu'on est passé à 38 €, c'est 21 €. C'est une augmentation très importante. Et pour le restaurateur, c'est primordial parce que quand vous avez un restaurant avec 30 places, vous ne pouvez pas servir 35 couverts aux 30 places. Et donc, le fait d'avoir un panier moyen par consommateur qui passe de 14 à 21 €, ça a un impact immédiat sur votre marge. Et donc, on a contribué à réinjecter plus rapidement dans l'économie de l'argent pour les restaurateurs. Et cet argent, il avait été stocké, évidemment, pendant la période du premier confinement. Et on pense que cette mesure, qui était valable jusqu'au 31 décembre de cette année, pourrait être prolongée dans le cadre de ce deuxième confinement. Alors, on parle beaucoup des restaurants, c'est vrai que pour toi, c'était la chose la plus connue, mais néanmoins, ta solution, ça fait des années qu'on en parle ici, ça permet finalement le paiement fléché, le paiement affecté. Je reviens sur cette question de l'hélicoptère monnaie. Amex a permis, effectivement, tu l'as fait pour toi, tu ne l'as pas fait pour autre chose, tu l'as fait comme opération commerciale. Toi, je sais que ça fait des années que tu te bats pour dire, monsieur du gouvernement, monsieur telle entité régionale, regardez, au lieu de distribuer de l'argent comme ça, on ne sait pas où il va, moi, je peux vous faire un moyen, on sait où il va. On va dire que ça marche dans certains pays. Chez nous, on a un peu l'impression, j'ai vu il n'y a pas longtemps, l'homme qui tue à Don Quichotte, ça me fait penser un peu à ça. Il court avec les moulins à vent et on ne sait jamais s'il voit vraiment un monstre ou s'il y a un monstre. Est-ce qu'avec cette pandémie, tu as l'impression que l'oreille, tout d'un coup, c'est un peu plus ouverte? Est-ce que tu as l'impression que, pour Edenred comme pour le reste, parce que vous êtes nombreux sur ce marché, est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de choses peut-être par les différents gouvernements en Europe, pas que la France, sur ces sujets de dépenses affectées, de fléchage, de quand on envoie de l'argent dans l'économie, par exemple pour une rentrée scolaire, que ce soit vraiment pour une rentrée scolaire, que quand on me donne, moi par exemple, j'ai une petite structure, je suis très content qu'on me donne de l'argent pour une petite structure, mais en fait, c'est pas fait pour aller augmenter mon revenu, c'est fait pour que éventuellement je puisse payer mon loyer, c'est fait pour que je puisse payer des dépenses, c'est fait pour me sauver, c'est pas fait pour me faire épargner, puisqu'on l'a vu que pendant ce confinement, on a surtout augmenté l'épargne d'un côté, et en même temps, il y a quand même des gens qui meurent et qui en souffrent beaucoup de l'autre, c'est qu'on s'est peut-être planté dans la distribution. Est-ce que ce genre de solution que vous essayez d'amener, vous et les autres, tu as l'impression que l'oreille est plus attentive? Alors oui, on a l'impression que l'oreille est plus attentive, même si on n'est pas au bout des discussions qu'on a sur ces sujets. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le sujet du plafond qui est passé de 19 à 38 €, aujourd'hui, on a un exemple qui montre que ça marche. Très concrètement, grâce à ça, on a réinjecté de l'argent plus rapidement dans les restaurants. Et donc, oui, se pose la question de savoir si, au lieu de donner de l'argent sous forme de cash, et qui en général finit sur le livret A, parce que si vous regardez les courbes de distribution de primes diverses et variées, notamment la prime de 1 000 € mensuelle et la collecte du livret A, c'est absolument stupéfiant. On voit que l'argent est thésaurisé.
Alors j'ai vu que le mois d'octobre était le premier mois où on avait un déstockage du livret A depuis bien longtemps. Et donc on sent que l'oreille est plus attentive et surtout, on voit se mettre en place des solutions qui permettent d'affecter davantage la dépense publique. Alors, il y a des solutions qui sont en train de se digitaliser. Donc, c'est notamment pour pas mal de départements en France, on verse l'aide aux personnes âgées et l'aide aux personnes handicapées sous forme de titres spéciaux de paiement. Donc, c'est le CESU. On voit que les départements ont de plus en plus recours à cette solution et ça permet de flécher la dépense et donc de ne pas donner cette subvention à des gens qui n'en ont pas besoin. Et on a fait aussi l'année dernière un très gros programme pour Action Logement, de distribution, de subvention, non plus en payant l'utilisateur, le bénéficiaire de la subvention qui peut refaire ses sanitaires quand il a un certain âge et pour lui éviter de partir en EHPAD, ou refaire l'isolation d'un logement. Et donc ça, on verse non pas l'argent, encore une fois, aux bénéficiaires, mais on verse l'argent aux sociétés qui font les travaux sur justificatif. Et donc on voit qu'il y a petit à petit une écoute sur ces sujets-là. Le sujet, tu en as parlé, de l'allocation rentrée scolaire est un sujet qui revient de plus en plus tous les ans avec des députés, des sénateurs qui se saisissent du sujet. Donc on sent qu'il y a une volonté d'aller vers ça. Il ne faut pas se voiler la face non plus. C'est une décision qui nécessite une vraie volonté parce que quand vous passez du cash à de l'argent fléché, vous destinez vous obligez à utiliser l'argent à ce pourquoi il est destiné. Donc c'est très positif d'un point de vue finances publiques. D'un point de vue citoyen, ça peut être mal vécu avec la perte d'un pouvoir d'achat dont on faisait ce qu'on voulait, même si ce n'était pas ce à quoi l'argent était destiné. Enfin, ni plus ni moins, j'allais dire que quand on a eu ce débat ici même, il y a 4 ou 5 ans, sur le passage à la carte du ticket restaurant, où en bon français que nous sommes, il y a les règles et leur application. Donc j'aimais bien aller prendre mon petit titre papier le dimanche, 25 titres pour payer mon repas en famille, etc. Bon, moi, j'ai jamais été salarié, donc je dis ça, mais c'est pas complètement vrai. Mais ceci dit, tu as quand même réussi, tu l'as dit, à transformer progressivement, toi et tous les autres de la profession qui sont nombreux et tout aussi excellents, j'en suis sûr que toi, vous avez réussi à transformer petit à petit ces usages. Donc le français n'est pas si réticent que ça. Finalement. Oui, mais on a transformé ces usages en accompagnant les besoins des consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, si on regarde un peu l'histoire, on n'avait pas de click and collect, pas de livraison de repas, pas de services tels qu'ils existent aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est que c'est le couple nouveaux services, nouvelles habitudes de consommation, plus nouveaux supports qui ont permis d'exploser en termes de digital. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une vraie corrélation entre les habitudes de consommation de nos utilisateurs et notre capacité à digitaliser. Donc on ne digitalise pas tout seul, on digitalise dans un écosystème, et on digitalise dans un écosystème parce que la manière dont on voit l'évolution de la consommation correspond exactement à ce qu'on fait aujourd'hui avec nos produits, et on investit pour ça. Il y a longtemps, dans nos métiers, on parlait de bénéficiaires, on a parlé d'utilisateurs, et je pense que bientôt on parlera de consommateurs. Parce qu'à la fin, les gens qui ont nos solutions sont des consommateurs et on doit répondre à leurs besoins et à leurs envies avec nos produits. Juste une petite remarque pour mes orateurs, hein, c'est du live. On me remonte que vous me regardez souvent, ce qui est très sympa, je me sens moins seul, et la caméra est là. Voilà. Toujours une question sur toi, cette digitalisation accélérée. Moi, j'ai vu plein d'articles passer, et puis encore une fois, je suis accro aux réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, je vois des noms que je ne citerai pas, qui explosent, qui prendraient les 3/4 du nouveau marché ou la moitié du nouveau marché des moyens de paiement digitaux. Parce que ce digital, finalement, c'est un accélérateur pour les anciens, mais encore plus pour les nouveaux. Donc, est-ce que cette digitalisation accélérée de la pandémie a mené peut-être pour toi des nouveaux risques, où avant, on va dire que ces nouveaux entrants te faisaient des petites piqûres de moustiques aux chevilles, et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens un peu plus en danger? C'est une question. Alors oui, il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à une dizaine d'émetteurs de titres restaurants sur le pays, ce qui est nouveau. Hein. Et on voit des acteurs qui arrivent avec des solutions qui sont des solutions digitales. Donc, on est plus nombreux sur le marché. Il y a quand même une chose que la pandémie a aussi changé, c'est que quand vous êtes un client, vous aimez bien travailler avec des sociétés qui rassurent aujourd'hui. Et les sociétés qui rassurent, ce sont des sociétés qui sont solides financièrement.
c'est des sociétés qui ont encore une fois des solutions qui sont largement au niveau de ces nouveaux entrants, parce que construire un réseau, ça prend du temps. Construire des solutions sur des métiers qui paraissent simples, parce que vu d'un peu loin, notre métier, il a l'air très simple. En fait, il n'est pas simple du tout, il est d'une certaine complexité. Et donc oui, on a des nouveaux concurrents. On est content d'avoir ces nouveaux concurrents. Ça nous oblige à être encore plus innovants et à inventer encore davantage de services pour nos utilisateurs. La bonne nouvelle, c'est que le marché est large. Donc nous, je vous l'ai dit, donc aujourd'hui, on doit avoir 1,4 million de cartes actives en France. On sait qu'on est de loin le leader du digital et ben on est un peu poussé par ces nouveaux entrants. Et je dirais que ces nouveaux entrants, ils ont la chance d'arriver sur un marché dont la transformation a été faite. Et cette transformation, elle a, mine de rien, été faite par les acteurs qui sont là depuis longtemps et qui ont investi de manière très significative pour arriver à cette digitalisation du marché. Donc, on a bien travaillé et comme on a bien travaillé, ben, on a tiré le marché derrière nous. Et donc, ces nouveaux entrants, ils bénéficient de tout ce qu'on a fait au cours des dernières années avec l'ensemble de la profession. Et puis, maintenant, je vous dis, le marché est large. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous le sentiment de prendre tous les plus grosses parts de marché et on a tous le sentiment de faire 50% de la croissance du marché aujourd'hui. Écoute, merci, ça fait quand même quelques mots positifs dans ces semaines parfois compliquées. Alors, je ne peux pas m'empêcher, parce que vous me connaissez, je suis un peu taquin, donc je vais rebondir directement avec Pierre-Antoine. Avec ce que tu viens de dire, parce qu'on me parlait un peu des nouveaux entrants et de leur situation par rapport à des acteurs très très installés. Donc Pierre-Antoine, avant, était dans une jolie boîte très très installée, et je ne peux m'empêcher de me souvenir, avant que tu y rentres d'ailleurs, avoir rencontré votre ancien président il y a 5 ans quand j'ai créé le Paris FinTech Forum, et on m'expliquait que les nouveaux entrants, c'était sympa, mais enfin ça faisait pas mal. Et donc Ingenico maintenant est un très beau rapprochement, mais n'est plus un prédateur et était une proie. Donc le monde change, le monde évolue très vite. Toi, ça fait bien longtemps que tu es parti et que tu t'occupes avec succès de Natixis Payment. Et donc déjà la première chose que je vais te poser comme question, c'est peut-être de réagir à ce que tu viens d'entendre et ton point de vue aussi sur cette transformation. Et après j'ai évidemment plein d'autres questions, mais sur cette pandémie. Merci. C'est compliqué de regarder la caméra quand vous êtes tous là, mais c'est dur. On va essayer de s'y astreindre. Alors, évidemment, je vais déjà réagir sur le propos de Julien, puisque, comme vous le savez, une troisième activité, c'est une activité d'avantage pour les collaborateurs, avec notamment la carte Appétise et puis toutes les solutions de cartes cadeaux, etc. Et évidemment, nous avons vécu exactement la même tendance, cette accélération de la digitalisation. Et pour ne pas répéter ce que dirait Julien, je rajouterais juste que ce qui est très intéressant dans ce mouvement de digitalisation sur ce type d'activité d'avantage pour les collaborateurs, c'est que finalement, un des impacts positifs, c'est que ça change radicalement la relation du collaborateur avec l'entreprise. C'est-à-dire que par l'acte de paiement qu'il fait au quotidien sur son application que l'entreprise lui met à sa disposition, parce que progressivement, on ajoute des services complémentaires qui font que quotidiennement et pluriquotidiennement, il utilise cette carte d'avantage fournie par l'employeur. Le collaborateur, il a une relation qui change avec l'entreprise. Et naturellement, plus on va vers un mode de travail hybride, donc en physique, en distanciel, plus c'est important de garder ce lien avec l'entreprise et que le collaborateur, finalement, ait l'occasion de se rendre compte au quotidien de tout ce que l'entreprise lui apporte. Et on sait bien que, notamment sur les populations jeunes, la quantité d'avantages qu'on lui apporte doit être absolument valorisée parce que c'est un élément pour attirer ou non les jeunes collaborateurs par rapport à d'autres entreprises. Et je trouve que c'est un élément très positif qu'on retrouve de façon beaucoup plus générale sur les paiements, sur la digitalisation de la carte, qui fait que de la même façon, une banque ou un émetteur en général commence à avoir une relation au quotidien avec son client, parce que le client il consulte ses comptes plusieurs fois par jour, parce qu'il utilise sa carte avec Apple Pay, donc quelque part ça lui rend sa relation avec la banque beaucoup plus fluide, beaucoup plus conviviale, avec beaucoup plus de services potentiellement, ce qu'on retrouve également chez Amex naturellement. Et je pense que c'est un élément qui est très très positif, c'est que le digital finalement crée un lien avec les clients qui est beaucoup plus fréquent et crée beaucoup plus de fidélité probablement de la part des clients, beaucoup plus de concurrence évidemment parce qu'il faut faire plus d'innovation, mais plus de fidélité. Ça c'est le premier commentaire par rapport à ces activités-là. Deuxième commentaire, c'est que effectivement il y a eu avec le premier confinement
ce qu'on retrouve dans le deuxième confinement, on a franchi des marches dans la digitalisation des paiements. C'est-à-dire que, typiquement, le passage au sans contact, le fait qu'on est passé progressivement à plus de 80% des paiements à moins de 30 € en sans contact, c'est quelque chose qui n'est pas revenu en arrière après le premier confinement, et c'est quelque chose qui continue évidemment aujourd'hui. De la même façon, on a vu un retrait, enfin une diminution des retraits dans les distributeurs de l'ordre de 25% pendant le premier confinement. Cette tendance-là, elle a continué après le déconfinement, et aujourd'hui, on est en deuxième confinement, on est à moins 40%. Donc on voit bien qu'on franchit des marches sur le comportement des consommateurs, et que ces marches-là, on ne reviendra pas du tout en arrière. Évidemment, sur l'e-commerce, c'est un petit peu différent. Hein. L'e-commerce a connu un boom incroyable pendant le premier confinement. Hein. Sur nos plateformes, pour les petits commerçants Payplug, on a fait 300% de croissance de volume pendant le premier confinement. Hein. 300%, ce qui est un peu interstellaire pour une banque. Naturellement, ça a ralenti. Sur quel type de marchand en particulier ? Tout type de marchand, tout type de petits marchands. Donc en fait, on a eu évidemment toutes les marques, tout ce qu'on appelle les DNVB, hein, donc les Digital Native Vertical Brands, donc toutes ces marques qui sont créées sur des segments un peu particuliers, des chaussettes, matériel d'apiculture, des choses comme ça. Celles-là, elles ont complètement explosé. Hein, complètement explosé. Mais on a vu également des commerçants beaucoup plus traditionnels. Hein, typiquement, la clientèle des banques populaires et des caisses d'épargne a basculé. Hein, les commerçants, ils ont basculé sur le digital à vitesse accélérée pendant le premier confinement. Donc on a eu un ralentissement après le premier confinement. On est redescendu à des croissances de 120%, donc une croissance assez lente hein, finalement. Et puis là, on voit que deuxième confinement, boum, ça repart. Énorme bond en avant. Avec des recrutements de commerçants qui se disent « Bon, là, ce coup-ci, il faut vraiment que j'y aille parce que si ça se trouve, on aura un troisième confinement et je ne veux pas à nouveau rater la vague. » Voilà, donc ça, c'est clair. De la même façon, le click and collect, il a été déployé à vitesse accélérée par beaucoup de commerçants assez traditionnels qui se sont dit « Je vais sauver minimum mes charges fixes, donc je vais faire du click and collect, et donc que ce soit par Payplug pour les petits, d'Alenis pour les plus gros, ben, on a tout de suite mis en place une offre facile à déployer qui a permis aux commerçants tout de suite de réagir et d'une certaine façon de rester ouverts même pendant la période noire du mois d'avril. Et donc on voit bien hein, que les commerçants, ils ont très vite réagi, et finalement tout ce mouvement de fond un peu sociétal, un peu politique des dernières semaines au début du deuxième confinement où tout le monde s'est dit « Oulala, il faut sauver le petit commerce français », ben, je pense qu'aujourd'hui, il y a évidemment un foisonnement d'initiatives un peu désordonnées, mais je pense que les commerçants, ils y vont. Et le sujet, évidemment, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on les éduque, ces commerçants, parce que quand vous avez toujours vendu de votre petite librairie vos livres à la main et que tout d'un coup on vous dit ben, écoute, si tu veux continuer à vendre, il faut que tu aies une petite solution Internet, ben, c'est quand même une transformation pour le petit entrepreneur qu'est le petit commerce qu'il faut sévèrement accompagner parce qu'il faut être référencé, etc. etc. Alors, pardon, une question assez directe sur ce sujet, mais on en a parlé en amont. Franchement, un petit marchand qui démarre aujourd'hui, qu'est-ce qui lui fait penser en 2020 à aller plutôt taper au guichet de sa banque pour sa digitalisation des paiements plutôt qu'un gros américain qui fait plein de pubs, qui commence par S, qui finit par E et qui fait 6 lettres et qui prend des grosses parts de marché. Comment tu te bats dans cet univers-là? Ou peut-être les banques à un moment sont parties un peu tard. Hein, les guichets, honnêtement, moi j'ai ouvert un compte marchand pour voir il y a quelques années. Il fallait être sacrément volontaire, hein, donc ça a changé. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi à rattraper cette courbe qui te permet, toi, en tant que filiale de ce grand groupe, de vraiment proposer ces services dans tout le réseau? Écoute, ça a mis beaucoup de temps. Moi, je suis rentré il y a 3 ans. Ça a véritablement décollé cette année. Peut-être merci Covid, même si la vague commençait à monter. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les banques populaires et les caisses d'épargne regagnent des parts de marché sur le commerce en ligne. Et grâce à Payplug, fondamentalement. Donc ça prend. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chez nous? C'est que fondamentalement, on apporte la même valeur en termes de simplicité d'intégration, en termes de communauté, de CMS que les autres. Mais en plus, il y a quand même un petit, je ne vais pas dire nationalisme, mais il y a une petite préférence nationale. C'est-à-dire que le petit commerçant qui souhaite que les consommateurs ils viennent dans le commerce de proximité, ben,
en retour, il dit moi, je vais prendre une solution locale, une solution française, qui potentiellement est parrainée par ma banque, parce que cette solution-là, voilà, ce sont des gens qui sont près de chez moi, qui font un effort pour moi, et donc je trouve que c'est normal de leur rendre l'appareil. Donc je ne dirais pas que si on n'avait pas une bonne solution, ils feraient la même chose, mais à solution égale, ils disent pourquoi pas finalement prendre une solution française, si cette solution française, elle me permet de faire mon développement aussi bien qu'une solution américaine. Et si tu veux, globalement, quand on a préparé, on a vu que tu avais quand même plusieurs marques à l'intérieur, hein. Payplug, Dalenis. Là, tu as cité à plusieurs reprises Payplug. Il y a une question qui remonte, c'est quelle est la stratégie entre ces différentes marques et comment ça se coordonne tout ça au sein du réseau et plus globalement sur le marché? J'en ai cité que deux, mais il y en a plusieurs. Écoute, c'est très simple. Payplug, c'est pour le petit commerce aujourd'hui. C'est centré sur le petit commerce, donc des commerçants qui vont faire jusqu'à 10 à 20 millions d'euros des chiffres d'affaires par an. D'accord ? Et Dalenis est fondamentalement du commerce local, un peu pan-européen, mais fondamentalement local. Et Dalenis, ça va être sur donc, les plus grands commerçants, ceux qui vont être plus portés sur l'international. C'est des solutions qui vont être plus portées sur les marketplaces, donc des choses qui vont être un peu plus sophistiquées. Donc naturellement, Dalenis est également en bac la solution qui va progressivement étendre le champ de compétences de Payplug. Hein. Donc c'est Dalenis qui motorise d'une certaine façon Payplug à l'acquisition. Et donc progressivement, Payplug va profiter des méthodes de paiement alternatives de Dalenis, va profiter du multidevise de Dalenis, et Dalenis va se déporter plus sur le pur digital global, quand Payplug sera plus sur l'omnicanal pan-européen. Toujours sur ce sujet, comme tu as cité deux marques qui en fait ne sont pas nativement du groupe, qui ont été rachetées, ça me fait penser à cette discussion qu'on a souvent eue sur ce plateau de vos relations avec les fintechs. Vous avez été assez précurseurs à une époque, vous en avez racheté beaucoup, vous en avez fermé, vous êtes en train d'en revendre certaines. On en est où? Je veux dire, ça y est, c'est stabilisé, c'est quelque chose, ça y est, vous savez ce que vous voulez faire, vous êtes toujours à l'affût, et plus globalement, en fait, la vraie question par rapport à ce panel de ce matin, c'est est-ce que la pandémie a changé quoi que ce soit dans cette stratégie? Accéléré, ralenti, fermer tout pour se reconcentrer sur le core business? En fait, je crois qu'on a effectivement atteint un bon niveau de maturité. BPCE avait fait beaucoup d'acquisitions dans des fintechs parce qu'il y a eu une période où les banques devaient un peu tout essayer. Donc on a eu une première phase au cours des 3 dernières années qui a été un peu une phase de trier finalement. Qu'est-ce qui a du sens pour un groupe comme le nôtre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas accompagner fondamentalement? Qu'est-ce qui prend trop de temps? Qu'est-ce qui était peut-être une bonne idée à un moment, mais compte tenu de l'évolution des paiements, du paiement instantané, etc., n'a plus forcément du sens et donc il vaut mieux arrêter. Et donc de façon assez posée, on a fait le tri. Aujourd'hui, on a 3 fintechs qui sont clés, hein, qui sont Payplug, Dalenis, S-Money, qui sont toutes colocalisées, et c'est assez intéressant parce que maintenant, on a 350 personnes qui sont complètement dédiées au monde digital et qui fonctionnent non pas en intégration, parce que chacune a encore son ADN, et c'est important de préserver ça. On a pu garder les fondateurs dans un certain nombre de nos fintechs, hein, ce qui est quand même assez rare hein, pour un groupe bancaire, mais on a réussi à le faire, mais on les fait fonctionner en orchestration. Donc, il y a des synergies entre elles. Typiquement, Dalenis s'appuie sur la tenue de compte de S-Money pour faire son offre de marketplace. Payplug s'appuie sur l'acquisition de Dalenis. Donc tout ça fonctionne en orchestration de façon plutôt véloce. Enfin, je suis assez content aujourd'hui de la performance de tout cet environnement-là. Évidemment, il n'est pas complètement intégré au monde plus traditionnel du processing parce qu'on n'est pas sur les mêmes cycles, mais le monde du processing s'est beaucoup adapté finalement à la digitalisation des paiements. On a aujourd'hui des process qui sont assez proches de ceux des fintechs, mais on veille quand même à garder une certaine autonomie de façon à garder le rythme et l'ADN de chacun des ensembles.
Merci. Alors, deux autres dernières questions te concernant. Dans les autres tendances, on l'a dit, on en a beaucoup parlé déjà ce matin, l'explosion du sans-contact, un certain effondrement du cash. Enfin, moi, je raconte souvent, je fais mon marché tous les dimanches, tout le temps. C'est mon seul petit plaisir de la semaine en ce moment, vu qu'ils ne les ont pas fermés. Ça fait 10 ans que j'essaie de convaincre mon fromager de prendre la carte. Je ne parle même pas du sans-contact, hein, prendre la carte. Ça, c'est fait. Merci Covid. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus vite, puisque un jour, ça va être fini quand même, cette horreur. Donc, on va revenir à un monde plus normal, où les gens vont te redire « Ah, c'est compliqué, ça me coûte des sous, etc. » Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une question de normalisation, d'implémentation de nouvelles normes, de nouvelles régulations, de dynamique de marché? Une lettre au Père Noël, peut-être. C'est bientôt Noël. Non, je pense que la dynamique de marché est là. Je pense qu'une des clés, c'est d'apporter des solutions qui sont adaptées à tous les types de commerce. Je pense que une coiffeuse à domicile, elle n'a pas besoin d'un TPE. Si elle sait accepter du paiement, soit en sans contact, parce qu'on peut lui mettre une solution de soft POS en place, ou un petit terminal pas cher comme ceux de Famoco, elle est très contente. Si sa banque lui permet de capter un IBAN, de faire capter son IBAN facilement, et donc elle peut obtenir un paiement instantané, c'est largement suffisant. Tu vois, et je pense que la clé, elle est là. Elle est bien sûr que ce soit pas cher, mais surtout que ça lui simplifie la vie. Si cette coiffeuse à domicile, pour rester sur cet exemple-là, elle a une petite application qui lui permet d'accepter du paiement facilement, de façon assez souple, du virement, de la carte, et puis qui lui fait finalement une restitution comptable qui va lui permettre d'économiser son week-end et de ne pas reprendre chacune de ses interventions, elle va être super contente. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, même pas à l'autre bout de la chaîne, mais un commerçant qui se digitalise, il va durablement, j'en suis convaincu, rester sur un mode hybride, physique, digital. Et donc, avoir des solutions complètement intégrées, comme ce que l'on fait maintenant, ou sur le même portail, tu vas pouvoir regrouper tes transactions en ligne, sur mobile, par virement, par TPE. Là encore, c'est ça la grande valeur finalement de l'évolution que l'on vit, c'est que la technologie permet de simplifier considérablement la vie des commerçants. Et bien sûr, ils payent, alors qu'avant, quand c'était tout en cash, ils ne payaient pas. Mais si on leur simplifie la vie, ils économisent du temps, potentiellement ils économisent un comptable, et donc ils gagnent beaucoup de valeur. Et je pense que tout ce que l'on va rechercher tous autour de cette table, c'est quelle valeur est-ce qu'on apporte à nos clients. Et d'une certaine façon, notre chance à nous, comme on est relativement petit par rapport à tous ceux qui se sont consolidés ces dernières années, c'est qu'on est complètement focalisé sur le client, sur la valeur qu'on leur apporte. Et donc, on n'est pas perdu dans des problématiques d'intégration entre des grandes plateformes. Notre sujet à nous, c'est comment est-ce qu'on assure qu'on apporte le maximum de valeur à nos clients commerçants. En préparant, tu ne m'avais pas fait cette réponse, donc résultat, tu me prends de court. Donc là, tu t'es mis le travail chez toi. Finalement, la lettre au Père Noël, c'est que tu travailles avec tes équipes et vous tous pour trouver plus de valeur, plus de création de valeur dans quelque chose qui est peut-être trop vu comme une commodité par certains. Mais tu m'as cité un mot qui m'a fait marrer un petit peu, c'est DSP3. On n'a déjà pas fini DSP2. T'as quoi en tête? Parce que comme on n'a pas assez de boulot avec DSP2, visiblement tu veux nous en rajouter. C'était quoi l'idée derrière DSP3? C'est pas qu'une idée, c'est une vraie réflexion à Bruxelles. Je pense qu'il y a, on rentre dans une période, surtout sur le marché français, qui est une période d'incertitude, ce que les anglo-saxons appellent l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on a vécu fondamentalement dans le paiement retail sur la carte, et plus encore sur carte bancaire, qui était un monde quelque part parfait, parce que c'était un monde qui ne bougeait pas, qui était super robuste, qui était super stable, qui n'était pas cher. Et puis, on voit une première vague qui arrive, qui est la vague des grands schémas américains, et qui, avec la valeur qu'ils apportent sur le digital, les investissements qu'ils font, ils bousculent déjà la scène française, en poussant par ailleurs des jeunes fintech qui sont des émetteurs alternatifs et qui viennent avec des propositions de valeur beaucoup plus fortes que ce que sait faire carte bancaire.
Et puis alors là, du coup, tout le monde se dit « oulala, mais c'est très dangereux parce que notre marché devient un marché dominé par les vilains américains, donc il faut qu'on se réveille ». Donc alors le premier réveil, c'est on va stimuler les banques européennes pour qu'elles créent un schéma carte alternatif. Donc c'est le projet EPI sur lequel, comme tu le sais, on travaille tous activement. Mais comme on n'est pas complètement sûr que ça va aboutir, on se dit, bon, on va aussi pousser, et c'est la dernière communication de la Commission européenne sur les paiements retail, on va aussi pousser les virements, et le virement instantané, parce que le virement instantané, au moins, on est sûr que c'est une méthode de paiement complètement contrôlée par les Européens. Et donc, quand on regarde le virement, naturellement, il y a toute la problématique de l'accès au compte, il y a toute la problématique donc, des API, toute la problématique des services, des intermédiaires de paiement. Et donc, on s'est dit, avec la DSP2, on se donne tous les moyens, finalement, pour ouvrir l'accès au compte et favoriser le paiement par virement. Et puis, patatras, on se rend compte que finalement, on n'a peut-être pas suffisamment normalisé et qu'un virement instantané qui est émis en France, ce n'est pas la même chose qu'un virement instantané qui est émis en Espagne ou en Allemagne. Donc, on n'a pas complètement réussi. Quand on se dit le virement instantané, il va marcher avec un QR code, ok, mais le QR code, il n'est pas standardisé. Donc, un QR code qui va être émis par une banque française, peut-être qu'il ne va pas fonctionner quand il va être en Belgique. Donc, il y a tout un ensemble d'enjeux comme ça. Il n'y a pas de règle de scheme non plus sur le virement. Donc, il n'y a pas de contestation possible. Une fois que tu as fait ton virement, tu as payé, tant pis pour toi si tu n'as pas reçu ta marchandise. Donc, il y a un certain nombre de règles qu'il faut établir si on veut vraiment que le virement soit établi. Et tout ça, forcément, à Bruxelles, tu commences à te dire, peut-être qu'il faudrait que je refasse une directive sur les services de paiement de façon à effectivement pousser les virements. Et je pense que le message qui est intéressant, c'est finalement, quand on se projette un peu, et je n'ai pas parlé de l'euro digital, qui est la nouvelle création de la BCE, le nouveau projet de la BCE, mais quand tu te projettes à 5 à 10 ans, on voit bien que notre marché français, ça va être de la carte européenne, peut-être, ça va être de la carte américaine, probablement, ça va être du virement, peut-être que ça va être de la monnaie digitale. Et donc on a tout ce foisonnement qui est devant nous, et qui, évidemment, va accompagner toute cette digitalisation de la société. Moi, j'avais une question. Tu viens de nous dire, pardon, mais des portes ouvertes, donc oui, il faudrait qu'il y ait des règles. Mais on le savait déjà quand on a commencé à travailler sur l'instant de paiement. Enfin, c'était pas... Pourquoi on se pose la question qu'en 2020 ? Tu n'es pas responsable, mais je te pose la question parce que tu fais partie du secteur. Des fois, j'ai l'impression qu'on met 10 ans à se poser une question qu'un enfant de CE2 pourrait se poser au début du truc. D'ailleurs, la plupart des fintechs nous disaient, monsieur, il faudrait y penser, mais elles ne sont pas invitées dans ces instances. Puis après, une fois qu'on a fini, on dit, bon, on a bien fini de travailler. Et si on entamait la DSP3 ? Moi, je me rappelle, DSP2, c'était un livre vert à l'Axel en 2013. Pour qu'en 2020, on soit encore en train de se dire, alors quand est-ce qu'on finit de les intégrer ? Enfin, on en parlera plus tard. Mais pour une raison qui est simple, je pense qu'on est dans une industrie où il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Je pense que le champ des possibles lié à la digitalisation, quelque part, on le réalise trimestre après trimestre. Celui qui imaginait il y a 5 ans ou 10 ans, pour reprendre ce que l'on disait sur les avantages pour les collaborateurs, que le sujet, ce ne serait pas simplement le ticket restaurant, mais l'accompagnement de la vie au travail des collaborateurs, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui avaient cette vision-là. Le virement, il y a 5 ans ou 10 ans, rappelle-toi, en France, notre sujet, c'était plutôt le prélèvement. Le virement, c'était quelque chose de très particulier. Et il n'y avait pas une banque qui avait une application. C'est l'instant de paiement au UK qui a réveillé un peu. Un peu. Et puis la digitalisation, le fait que les banques se sont mis à faire des applications bancaires qui tiennent la route. Et que du coup, on se dit, oui, il y a un potentiel qui est énorme. Et puis tous les débats sur la souveraineté européenne, ils n'existaient pas à ce moment-là. Quand les banques ont vendu Visa Europe à Visa Inc., personne n'a dit « oulala, on est en train de perdre complètement la souveraineté sur les paiements ». Pardon, il y en a qui l'ont dit. Quelques-uns. Ici même, quelques-uns. Mais aujourd'hui, c'était pas un débat, on va dire. Aujourd'hui, le sujet est devenu complètement criant. Je veux dire. Donc voilà, donc il faut avoir cette modestie et puis on tente par des standards. Et puis quand les standards ne sont pas suffisants, il faut réglementer. Moi, ça me paraît pas complètement absurde, quoi. Bien sûr. Alors surtout, vas-y.
Parce que, enfin, je suis tout à fait d'accord. Alors, nous, on parle d'Américains, nous, Amex, je rappelle, on est différents. Parce qu'à chaque fois, avec chaque commerçant ou chaque client, il choisit de prendre American Express. C'est un vrai choix, une vraie démarche parce qu'il achète notre valeur. Mais c'est vrai qu'en étant acteur, où nous, on est tout à fait, on trouve ça bien tout ce qui se passe en Europe. Et c'est peut-être un message pour la suite. Et c'est vrai que pour le monde... c'est l'harmonisation. C'est vrai que c'est très, très compliqué. Quand nous, on travaille avec des marchands au Royaume-Uni, voilà, au Royaume-Uni, c'est un petit peu différent maintenant avec le Brexit, mais c'est vrai que dans différents pays, la difficulté, alors qu'on est en relation directe avec eux, d'avoir des normes et des standards différents, c'est vrai que ça serait bien de pouvoir quand même harmoniser parce que ça met du temps du coup au déploiement. Et encore une fois, nous, on existe parce que si nos clients, quels qu'ils soient, sont satisfaits, et si on n'arrive pas, donc l'expérience client est très importante, si au final, on n'arrive pas à avoir la même expérience à travers les différents pays, tu parlais de voilà, la vision client, je pense qu'il faudrait arriver un peu plus, je sais que c'est complexe, mais au niveau des politiques, de l'Europe et tout ça, d'avoir cette vision du client européen, comment on le sert pour que ça soit beaucoup plus harmonisé. Donc c'est vrai que, et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais c'est encore un frein. Enfin, on le voit avec l'authentification forte dont on est tous en train de le vivre. Et je pense que derrière tout ça, à l'heure du digital, la clé, c'est le parcours. C'est l'UX, c'est le parcours sur son application. Et c'est des sujets qu'on n'imaginait pas, encore une fois, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui sont notre pain quotidien. Merci. J'ai plein d'autres questions que je vais prendre à la fin. Je reviendrai sur tout le monde. Un petit peu Lionel, parce que là, il est en train de regarder comment partir, où était la porte. Donc, on va quand même... Donc, en plus, il y a même des questions pour toi. Donc, on va y arriver. Donc, Lionel, merci beaucoup d'être venu. J'allais dire, tu as un business quand même un peu différent et peut-être une marque juste un chouï, moins connue que nos camarades. Tu peux présenter en 1 minute Famoco. Et puis après, on va sur l'enchaînement de la même question pour tout le monde, finalement. Merci d'abord. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis très honoré d'être là avec des collègues très prestigieux. Donc, je viens avec beaucoup d'humilité d'abord. Famoco, notre métier est de fabriquer des solutions de digitalisation à partir de terminaux mobiles et à partir de terminaux mobiles Android sécurisés, dégoogliser avec des plateformes de paiement. Donc ça, c'est ce qu'on fait à l'origine. C'est comme ça que nous avons commencé, évidemment. Comme on a des terminaux mobiles qui sont sécurisés, on a ajouté à ces terminaux mobiles des plateformes, des solutions, évidemment, notamment dans le paiement. Et on vient de passer des certifications qui nous permettent d'accepter les paiements EMV, Visa, Mastercard. Donc, on a des terminaux Android qui servent en réalité, et ça va me permettre de répondre à ta question, à énormément de choses. Le paiement, Visa, Mastercard, mais aussi tous les paiements alternatifs. On a parlé des Américains, on n'a pas parlé beaucoup ensemble de nos amis chinois, qu'on voit moins en ce moment, mais enfin, quand même, WeChat Pay, Alipay, dans le monde des paiements, ça a été une révolution, je dirais même peut-être une petite claque pour beaucoup, parce qu'on a eu très peur. Visa, Mastercard en Afrique a commencé à réagir avec des solutions comme M-Visa, Masterpass, donc des solutions QR code qui sont arrivées. Donc on a une multitude de solutions. Et si je prends le cas de l'Afrique, sur lequel Famoco se déploie beaucoup, en Afrique, je crois, alors évidemment ça change tous les jours, mais la dernière fois qu'on a regardé, je crois que sur le continent africain, il y a à peu près 170 schémas de paiement différents. Et on a tous parlé d'interopérabilité, de facilité aux commerçants. Et donc pour nous, un des grands sujets que montre le Covid, d'abord c'est la multiplicité des solutions qui sont en train d'arriver sur le marché, portées par un besoin très grand de digitaliser ses moyens d'encaisser, ses moyens d'interagir avec ses clients. Donc en Afrique seulement, 170 moyens de paiement. Et puis, on se rend compte qu'il y a une convergence de plus en plus entre les activités connexes au paiement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé de livraison et de paiement, mais on peut parler de KYC et de paiement. On peut parler d'identité et de paiement. On se rend compte de plus en plus que l'identité et le paiement, c'est peut-être en réalité les deux faces d'une même pièce. Hein, si je me suis identifié, peut-être qu'en même temps, j'ai payé. Donc,
nous, ce qu'on voit sur l'accélération de la crise du Covid, c'est cette convergence accrue des différents moyens de transacter. Alors moi, je parlerai moins de paiement, mais tout à l'heure, tu parlais de titres et plus de moyens de paiement. Donc on parle d'un titre dédié. Donc en fait, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des solutions pour transacter. Et moi, je parlerai plus de transactions que de paiement. Et une transaction, ça peut être un titre pour prendre le métro, donc le transport. Ça peut être un titre pour s'identifier. Ça peut être un titre pour envoyer un paiement dédié. Ça peut être un titre de paiement, évidemment. Et dans les paiements, il y a aujourd'hui tous les différents flavors hein, de paiement, depuis les mobile money en Afrique qui ont complètement, en 10 ans, révolutionné la société, les femmes, l'accès aux femmes, aux moyens de paiement, leur intégration dans la société, dans l'économie. Donc, on parle des mobile money, le QR code qui a révolutionné complètement un continent, hein, le continent asiatique. Et donc, je pense que pour nous, la question est la question du terminal mobile sur Android, c'est particulièrement la question de l'intégration de tout ce florilège de solutions qu'on voit émerger dans le contrôle d'accès, l'identité, le paiement et toutes les formes de paiement, le paiement dans toutes ces avec toutes ces différentes acceptions dans le monde entier. Alors, voilà en gros ce qu'on fait. Histoire de prendre un autre angle de la discussion, parce qu'il y a beaucoup de sujets où vous vous retrouvez. Donc, il y en a un qui fait un peu ta spécificité, c'est un peu ta colline. Je sais que tu as lancé des choses sur le paiement, ça fait longtemps que tu y es déjà, mais que tu as lancé des choses. C'est pas tellement ton offre qui m'intéresse, parce que là, on a bien entendu ce qu'était Famoco, mais plus ta vision. On a beaucoup de débats, souveraineté, risque, nos amis américains. Et comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas persuadé qu'il faille toujours taper sur le premier, mais plutôt s'en inspirer. Mais toi, dans ton discours, on lit toujours, il suffit d'aller sur le site de Famoco, Google, c'est un ami, mais il est méchant. Donc, les données. Et je crois avoir compris que le principe de base de Famoco, de fabricant de terminaux dédiés et sécurisés, c'est je ne partage pas ma donnée. Donc, ma question liée à cette matinée, c'est est-ce que, parce que c'est un débat qui est vieux, hein, ça fait très longtemps qu'on en parle, je me souviens sur cette scène où on rigolait que tout le monde partage sur les réseaux sociaux toute sa vie et les photos à la campagne, mais on hurle quand le gouvernement nous demande de rentrer une information. Vous avez vu sur Stop Covid, hein, par exemple. Mais toi, est-ce que tu as senti qu'il y a eu une accélération de la prise de conscience dans le B2B, notre métier ici, c'est le B2B, c'est pas tellement le B2C. Est-ce que tu sens qu'il y a eu une prise de conscience chez tes clients, entreprises, de ce sujet de la donnée, et peut-être tu rappelles un petit peu ce qu'on veut dire par là avec ton système et le noyau Google, Android, pardon, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience, un changement avec cette pandémie ? Je pense que le sujet n'est pas tant Google ou Huawei, mais le sujet est d'abord l'utilisation des outils B2C qui arrivent dans le B2B. C'est ça le vrai sujet. On a tous un livreur de Monoprix qui est arrivé avec un terminal Android qu'il était allé acheter à la FNAC, et dessus on se dit tiens, mais c'est marrant, il a quand même mes moyens de paiement, il a quand même mon adresse, il a quand même... Donc on a en réalité des outils B2C qui sont en train d'arriver dans le B2B, utilisés par des policiers, des postiers, des livreurs, des marchands, pour faire des transactions qui devraient être sécurisées. Évidemment, ces outils B2C arrivent avec le deal du B2C. Et le deal du B2C, pour le rappeler, c'est j'utilise du code gratuit, c'est des centaines de milliers de lignes de code, contre, en gros, l'accord d'être un peu profilé. Alors, c'est pas très grave quand c'est Lionel Baraban qui est profilé, parce que, bon, je n'ai pas de grand secret, mais si c'est mon entreprise, si c'est ma banque, si c'est être capable de créer des cartes de chaleur des paiements, des endroits où je transacte ou des endroits où je transacte moins, si c'est être capable de livrer les taux de remplissage d'un transporteur, d'une société de la SNCF, pour ne pas les nommer. Donc ça, c'est un problème. Donc ce qu'on voit, c'est il y a deux types de prise de conscience. La première, c'est que je pense que les gens, d'abord, la guerre entre Google et Huawei qui a eu lieu il y a 1 an a quand même commencé à réveiller un peu les esprits. On s'est dit, oh là là, ça pourrait aussi nous arriver. Donc on a quand même besoin de
construire une souveraineté au moins européenne. Et ce problème, il est le même dans tous les pays, en Europe, en Afrique, mais dans tous les pays. Donc la première conscience, c'est une conscience de j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de construire mon socle de métadonnées et d'être indépendant des grands acteurs. Puis la deuxième, je pense que la deuxième prise de conscience, c'est le fait que les données qui sont, on a tous parlé de digitalisation, on a dit il y a une digitalisation qui est en train de s'accélérer. Cette digitalisation, elle construit, elle génère énormément de données. La question est ce qu'on en fait. Alors je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment, cette donnée, et en particulier cette métadonnée qui est construite, c'est une matière première qui n'est pas moins importante aujourd'hui que le cacao ou le nickel. Et la question, c'est à qui elle appartient et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, c'est des problèmes. Alors, j'ai l'impression que les grands donneurs d'ordre, les grands clients, sont très contents d'en parler, sont pas encore prêts à payer un prix supplémentaire pour sécuriser ou à payer un prix supplémentaire pour garder leurs données. En revanche, dans beaucoup d'appels d'offres internationaux, on commence à avoir ces questions inscrites dans les RFP et les RFI, ce qui permet des sociétés comme Famoco de temps en temps de gagner certains appels d'offres. Donc les gens, j'ai pas l'impression qu'ils sont prêts à payer plus, mais en tout cas, ils sont prêts à être suffisamment concernés pour les inscrire dans les différents cahiers des charges. Donc il y a quand même eu une évolution dans cette pandémie sur ce sujet, parce que par contre, qu'est-ce qu'on en parle du sujet données, souveraineté numérique, etc. Mais je pense qu'on fait, si je peux me permettre, la petite erreur de mon point de vue, c'est qu'on parle beaucoup du B2C là-dedans. En réalité, pour moi, ce deal, il est clos. Enfin, moi, je ne vais pas revenir à TomTom et payer 10 € par mois. Ouais, ça me va très bien. Je pense qu'on ne va pas revenir ni à Lotus Notes, ni à CompuServe pour nos mails. Ça ne va pas arriver. D'accord ? Donc, en réalité, le deal, on l'a accepté. Donc, on parle beaucoup de B2C, mais pour un deal que finalement, on a tous accepté. Ce qu'on n'a pas accepté, ce qu'on ne voit pas arriver, c'est dans le B2B. Quand j'utilise, on parlait de SoftPost tout à l'heure, quand j'utilise un terminal dans lequel j'ai Candy Crush et Tinder et que je mets une application de paiement, je suis quand même en droit de me demander où vont toutes ces informations. Intuitivement, on a tous dans l'idée qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais en réalité, on sait très bien ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que l'operating system qui est dans ce terminal Android, il est construit et gratuit, et donc il est construit pour créer des bases globales importantes de données sur, alors les données, hein, on confond souvent, c'est pour ça qu'il y a une petite, je pense, un manque de compréhension. On confond données et métadonnées. Quand je paye ou quand je fais quelque chose sur mon terminal, évidemment, c'est sécurisé. On fait tous énormément de travail pour sécuriser nos transactions, nos données. Ce qui n'est pas sécurisé et ce qui est récupéré par l'operating system, c'est le fait de, à chaque fois qu'on va faire une transaction, on va eurodater cette transaction. Quand on eurodate cette transaction, on va appeler Google pour lui demander l'heure. Bon, on sait qu'on a fait une transaction. Et puis évidemment, on est géolocalisé en permanence. Donc on a fait une transaction à telle heure. Puis ensuite, je peux créer une carte de chaleur, de savoir combien de transactions et à quelle heure tel agent fait à tel endroit. Donc c'est, en fait, Google est un outil qui, en permanence, je dirais pas espionne, mais regarde ce qu'on fait, alors pour améliorer son operating system, mais aussi pour constituer des bases de données qui permettent de faire de l'intelligence artificielle, de mieux comprendre nos usages, de faire de la techno, et tout ça, c'est très bien. Donc voilà, je pense que ce passage entre vie privée, sécurisation des données et ce que sont les métadonnées est quelque chose qu'on n'a pas encore entièrement compris. En même temps, je sais qu'au niveau européen, ces questions sont en train d'être prises tout à fait au sérieux et de plus en plus, on voit des acteurs qui créent des operating systems en se protégeant. Et donc, c'est évidemment une grande tendance et je suis content d'en faire partie. Donc en fait, comme d'habitude, hein, les questions au début très mou, vous étiez devant le café, vous vouliez peut-être pas prendre la parole, et puis alors là, vous nous inondez, et j'ai plus beaucoup de temps, mais donc on va essayer de les prendre. Donc maintenant, je vais vous demander à chaque fois de répondre beaucoup plus court, donc pas du tout l'exemple de Lionel, hein, plus court. Non, je te taquine. On se connaît bien. Tu voulais réagir, et ça va sans doute répondre à une question.
Sur la donnée. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut prendre toutes les précautions, etc. Mais personne ne nous attend. Je vais te donner un exemple super simple. La prévention de la fraude dans les paiements. Si je n'investis pas moi pour que mes données soient dans une instance de cloud, je vais rester sur des approches très traditionnelles par les règles de la prévention de la fraude. Quand je vais avoir des concurrents qui, eux, vont mettre en place des approches de machine learning, et donc par définition, ils auront une analyse beaucoup plus fine du risque de fraude, donc ils feront beaucoup moins de vraies fausses transactions, ils bloqueront beaucoup moins de transactions, et l'expérience pour le consommateur sera bien meilleure. Donc chacun, même dans nos environnements les plus sécurisés, les banques, etc., on doit forcément être offensif, forcément pousser les barrières, forcément travailler énormément pour trouver les bonnes solutions qui vont évidemment préserver la sécurité de nos données, mais on est obligé d'être proactif sur ces sujets-là, parce que sinon, naturellement, on va être de plus en plus dépassé par des gens qui sont de nouvelles générations, avec des nouvelles technologies, sans avoir tout l'historique de la conformité, et qui, dans tous les domaines, que ce soit le domaine des avantages pour les collaborateurs, dans le domaine des paiements, ils nous dameront le pion parce qu'ils apporteront plus de valeur à leurs clients. Alors, quelques questions qu'on va enchaîner. Certaines, je les affecte directement. D'autres, vous les prenez au bon, mais il n'y en aura qu'un qui répond. Donc, je vous laisse attraper les balles. Julien, une très rapide. Un oui, un non. Bonjour. Est-ce que le titre restaurant papier est amené à disparaître à une date donnée? Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de date de fin de vie du papier. Moi, je pense que les années sont clairement comptées. Donc, ça fait un moment qu'on en parle. Vu la tendance qu'on voit sur le marché, vu l'attente des consommateurs, vu le besoin des entreprises, 2-3 ans. 2-3 ans, mais pas de date donnée. Caroline, c'était une question qui est posée un peu à nous tous, mais j'avais fait tout à l'heure allusion au fait que les Français avaient quand même beaucoup épargné, dépenses affectées, etc. Une question peut-être auquel tu aurais une réponse. N'est-ce pas normal dans un premier temps de voir l'épargne se constituer dans la mesure où le confinement a limité la circulation physique et ne va-t-on pas observer une remise en circulation de cette épargne dès lors que le digital va se généraliser? Autre question, penses-tu que tes volumes vont exploser à la rentrée? Déjà, donc, comme on l'a vu, bien sûr, le commerce en ligne explose, ça c'est sûr, tout le monde l'a vu. C'est clair qu'on attend avec impatience les annonces du gouvernement pour l'ouverture des commerces. Pour le voyage, j'ai répondu tout à l'heure, je pense que sur le voyage, la partie loisirs, quand ça va redémarrer, il y a une vraie envie. Je sais, nos clients nous le disent, préparez-nous des petits voyages, 3 à 4 jours, parce qu'ils ont une envie folle de repartir. Donc je pense que ça va démarrer très vite. En revanche, côté entreprise, c'est ce qu'on a mentionné, je pense que ça va mettre beaucoup plus de temps et qu'il va y avoir une restructuration profonde du côté, disons, de la clientèle d'affaires pour tout ce qui est voyage, déplacement. Il y en aura encore, mais pas au même niveau et pas de la même façon. Et puis à cet effet-là s'ajoute aussi RSE, voilà, toutes ces politiques-là qui rentrent en jeu. Donc là, je pense qu'il y aura une transformation profonde. Je me permets un message, mais effectivement, n'oubliez pas que ce que vous êtes en entreprise, c'est ce que sont les autres. Donc quand dans votre entreprise, vous voyez arriver des budgets qui réduisent pour l'an prochain, des dépenses qui réduisent, ça veut dire que tout le monde anticipe, qu'on fait attention et qu'on réfléchira plus tard. Ça veut dire que vos voisins font la même chose. Et tant qu'on est dans cette dynamique, ça va être compliqué la reprise par l'investissement. Donc en fait, il faut déjà commencer par soi et se dire, on fait comme un projet, on essaye, on avance, mais c'est très dur, c'est facile à dire, plus difficile à faire. Mais aujourd'hui, l'anticipation, c'est ce que tu disais, 2021, tu es très prudente, et je crois que vous l'avez tous en tête, c'est ce que vous me disiez en préparation, on ne s'emballe pas tout de suite. Oui, alors on est très prudent, encore une fois, il y a des secteurs et il y a des opportunités où on va décider d'investir. Parce que c'est le moment où jamais, souvent en crise, où il y a des opportunités pour investir. Donc tout va dépendre en fait des industries et des secteurs. Pierre-Antoine, en 30 secondes chrono, bonjour, quelle leçon tirez-vous de l'affaire Wirecard? Joker, ok, sûr. Quelle leçon on en tire? Je pense qu'on a tous besoin d'une bonne régulation, de bons auditeurs qui évitent d'avoir des fraudes aussi massives. Je pense que ce n'est pas du tout une mise en cause du modèle des fintech, c'est plus une remise en cause d'une déficience systémique dans un pays donné. Très bien. Une autre question pour Julien. Chez Edenred, pour digitaliser votre titre restaurant sur XP, avez-vous développé cette solution en interne ou avez-vous externalisé via des acteurs fintech? 30 secondes. On a tout fait en interne, mais on a la chance d'avoir un acteur du paiement qui s'appelle PPS, Prepay Solution, et qui est une JV qu'on a avec Mastercard.
Lionel, mais alors là, rapide, parce que je te connais, tu peux me faire 1 heure là-dessus. Apple a racheté MobiWave cet été. Demain, chaque iPhone sera un TPE. Je sais que c'est évidemment ce que tu essayes de faire avec tes 250 000 terminaux Famoco. Quel impact pour votre business? Quid de l'acquisition? Non, c'est formidable. Apple a toujours été un précurseur. Ils arrivent avec leur écosystème. Ils vont ouvrir la voie. C'est une excellente nouvelle. Merci, ce fut rapide. Le paiement sans contact par carte, pardon, faut que j'arrive à lire, a fortement progressé entre fin 2019 et juin 2020. Mais le cash représente encore la seule option accessible à une partie de la population. En France, plusieurs millions de personnes ne disposent pas d'une carte bancaire. Quid de nouvelles offres de bancarisation ou des technologies numériques permettraient d'équiper 100% de la population en France à un coût raisonnable? Si quelqu'un veut prendre la balle au bon. Moi, je veux bien dire juste un mot sur les personnes en fragilité, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et je pense que ce que la crise Covid a énorme... Enfin, moi, j'ai été terrorisé de voir... D'abord, on a peur de s'approcher des gens. Donc, leur donner 1 euro ou leur donner un billet de 5 euros, ça devient impossible. Et comme, on l'a tous dit, hein, moi, j'ai plus jamais de cash sur moi. Et donc, on s'est tous retrouvés dans la rue, en face de quelqu'un, avec l'envie de donner, et finalement, plus la possibilité de le faire. Donc je pense que alors, nous, on travaille beaucoup avec les Nations Unies sur ces sujets-là, mais globalement, on a l'écosystème a besoin de trouver des solutions, parce que c'est pas possible de se retrouver dans des situations où tous ces gens en fragilité n'ont aucun moyen ni d'encaisser, ni de payer, ni de recevoir la mendicité. Je pense que c'est un gros problème dont il faut absolument qu'on s'empare. Moi, j'avais alors, pardon, il y a Claude Brun, qui est un ancien habitué de nos plateaux, qui, chez Nexo Standard, nous demande, te complimente, Pierre-Antoine, sur ta remarque sur le virement. Et il demande c'est quoi la solution pour qu'on harmonise effectivement ces règles en Europe, car la BCE n'a pas autorité sur les banques au niveau global, la Commission sur les citoyens. Donc on retombe toujours sur ce problème de souveraineté nationale. Une fois qu'on a posé le problème, c'est quoi la solution ? Non, je pense que le virement est fondamentalement aujourd'hui un standard européen. Ça ne fait pas très libéral de dire ça, mais je pense que si on doit avoir une directive qui va plus loin que ce que l'on a aujourd'hui comme standardisation, il faut y aller. Claude est un des pères fondateurs de Nexo, et on voit bien que Nexo, comme simple standard de la profession, c'est quand même la croix et la bannière pour le déployer, pour l'imposer dans les infrastructures. Et je pense que si on avait eu un coup de pouce réglementaire, aujourd'hui, tout le monde serait en ISO 20022 sur les infrastructures de paiement. Ça sera un gros débat à avoir. Moi, j'ai une question pour vous tous. On le voit, on a parlé de souveraineté, on a parlé de ce qu'on fait chez nous, on parlera tout à l'heure de ce qu'on fait ailleurs. Est-ce qu'on peut y arriver sans une vraie stratégie européenne et politique, économique et politique? D'abord par rapport aux remarques que vous avez faites, Caroline Pierre-Antoine, sur les besoins parfois d'harmonisation, tu parlais du QR code. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, j'étais allé à Singapour pour le FinTech Festival. J'arrive le lundi, le mardi, le ministre passe en disant « il y en a marre, il y a trop de QR code, à partir de la semaine prochaine, c'est tous le même ». Bon, on n'est pas vraiment dans le même régime. Mais il y a quand même une volonté politique. On voit qu'effectivement, la Chine s'en sert beaucoup. Bon, là aussi, on n'est pas dans le même régime, mais résultat, les paiements mobiles sont passés très rapidement, en quelques années, à une situation majoritaire. Là, ils parlent de leur CDBC, ça risque d'aller aussi vite. Est-ce qu'on peut, et les Américains ont eux aussi évidemment leur stratégie politique là-dessus, est-ce que vous pensez qu'on peut se passer d'une stratégie politique pour enfin développer des services à très forte valeur ajoutée, homogènes sur toute l'Europe? Qui vous voulez, prenez le micro. Moi, je ne crois pas qu'on peut s'en passer. Je pense que le temps joue contre nous. Je pense qu'il y a un bon mouvement aujourd'hui avec un bon binôme entre la BCE et la Commission européenne. Il faut clairement pousser les feux. Mais c'est plus une opinion en tant que citoyen qu'en tant qu'acteur du secteur. Mais je pense que on n'a pas aujourd'hui un écosystème qui est suffisamment intégré pour se dire que c'est l'écosystème qui va faire l'intégration à la bonne vitesse. Alors, j'aurais encore d'autres questions, mais là, il va vraiment falloir que je m'arrête, parce qu'avec 18 minutes de retard, là, ça va commencer à être difficile avec notre panel, tous nos panels qui suivent. Juste une question que je n'ai pas posée à tout le monde, donc je vais juste donner la réponse, qu'ils m'ont tous donné la même. Il y a une question qui est, je vous la lis en entier, mais vous allez comprendre, la numérisation a été totalement accélérée par cette crise du Covid. Comment les acteurs et les fournisseurs qui ont tous travaillé dur peuvent-ils être reconnus et félicités? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de communiquer et de conserver une part de marché et une sensibilisation en faveur des acteurs et des employés en France?
Sous-entendu, ce qu'on pose des fois toutes, c'est vrai qu'on est très heureux d'applaudir pour toutes les premières lignes qu'il y a eu à un moment, mais je sais que dans vos entreprises, vous me l'avez dit en préparation, hein, ils se sont transformés en 24 heures, 48 heures après le premier confinement. On en a très longuement parlé avec chacun d'entre vous, comment le service, il y a eu continuité de service, et personne ne s'est plaint finalement de ces moyens de paiement et de ces services financiers, et c'est beaucoup de travail dans ce secteur comme dans d'autres. On ne les applaudit pas souvent. Donc sachez qu'ils l'ont fait en préparant, mais vous pouvez les applaudir en fait là tous. En fait, moi en tout cas, j'applaudis tous les collaborateurs qui depuis des mois se démènent, parce que je suis obligé d'inviter leur CEO parce que ça fait joli sur l'affiche.